La salle de classe du prestigieux lycée Louis-le-Grand, au cœur de Paris, baignait dans un silence presque sacré. Pas un souffle, pas un murmure. Les élèves, alignés sagement, fixaient leur bureau, comme si le simple fait de croiser le regard du professeur pouvait déclencher la tempête. Car leur professeur de mathématiques, Étienne Goutiré, n'était pas un homme qu'on défiait à la légère. Connu pour son exigence féroce, son mépris affiché envers les faibles, il enseignait non pas pour guider, mais pour trier, pour tester, pour dominer. Pour Goutiré, l'éducation était un champ de bataille intellectuelle. Seuls les esprits les plus brillants méritaient de survivre. Les autres? Des poids morts, des médiocres, des distractions qu'il balayait d'un regard assassin. Pourtant, un élève échappait à cette logique implacable. Pas par ses résultats, ni par une quelconque insolence. Non. C'était justement son absence totale d'émotion, son détachement presque glaçant, qui le rendait remarquable. Martin H., 16 ans, toujours assis au fond de la classe, semblait étranger à tout ce qui l'entourait. Il ne levait jamais la main, ne répondait jamais aux questions, ne réagissait pas aux humiliations. Il rendait ses devoirs à peine remplis, parfois en retard. À force, on aurait cru qu'il n'était qu'une ombre, une silhouette oubliée entre deux rangées de pupitres. Et c'est justement cette indifférence tranquille qui attisait la frustration du professeur. Ce matin-là, Goutiré était d'une humeur noire. Les résultats du dernier examen n'avaient pas été à la hauteur de ses attentes, et il avait décidé de s'en prendre à ses élèves pour se défouler. Un par un, il les interrogea au hasard, exposant leurs lacunes, soulignant leurs erreurs avec une cruauté méthodique. Chaque mauvaise réponse était un clou de plus dans le cercueil de leur estime de soi. Le silence devenait de plus en plus lourd, la tension palpable. Et Goutiré, lui, souriait. Puis soudain, son regard s'arrêta sur le dernier rang. Sur Martin. « Voyons voir, notre héros silencieux », lança-t-il d'un ton sarcastique. « Tu comptes enfin servir à quelque chose, ou tu es là uniquement pour chauffer ta chaise ?» Des ricanements étouffés fusèrent. Martin leva lentement les yeux. Son regard était calme, insondable. Pas une trace d'agacement ni de peur. Il fixait le professeur avec une étrange neutralité, comme si cette scène ne le concernait pas vraiment. Ce détachement dérouta Goutiré, qui sentit une pointe de malaise l'envahir. Il ne pouvait tolérer ce mutisme comme une forme de défi. Il s'approcha du tableau avec autorité, saisit une craie et traça une équation d'une complexité ahurissante. Ce n'était pas une simple équation de cours, mais un problème de haut niveau, réservé au concours des grandes écoles. Même ses meilleurs élèves n'auraient pu s'en sortir sans plusieurs minutes de réflexion soutenue. Voilà, monsieur le discret. Si tu refuses de participer à la classe, tu dois être capable de résoudre ça sans difficulté, non, dit-il en croisant les bras, un sourire cruel aux lèvres. Tu as 5 minutes. Martin ne bougea pas. Le sablier invisible commença à s'écouler. Les secondes passaient, et le silence se faisait oppressant. Des chuchotements naissaient ici et là. Tous attendaient son humiliation. Carla et Étienne, 2 élèves modèles, se tordaient déjà de rire à l'idée du spectacle à venir. Mais soudain, sans un mot, Martin se leva. Les conversations cessèrent aussitôt. Un frisson parcourut la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'il bouge. Il avança d'un pas tranquille vers le tableau, prit la craie du bout des doigts et observa l'équation. Et alors, il se mit à écrire. Avec une assurance presque irréelle, il traça les premiers chiffres, les premières formules. Tout était fluide, précis, limpide. Sa main ne tremblait pas. Il ne bégayait pas, ne se reprenait pas. Il déroulait la solution avec une logique implacable, comme s'il avait vu cette équation 1000 fois auparavant. La salle entière retenait son souffle. Chaque élève était penché en avant, suspendu à ses gestes. Carla avait cessé de sourire. Étienne, qui ricanait une minute plus tôt, regardait bouche bée. Même Goutiré, d'abord moqueur, s'était figé. Il s'était approché du tableau pour suivre chaque étape, chaque raisonnement. Et il ne voyait aucune erreur. Moins de 3 minutes plus tard, Martin reposa la craie sur le bureau et retourna à sa place, sans dire un mot, sans même regarder ses camarades. Le tableau affichait une solution parfaitement construite. D'une rigueur irréfutable. Le silence qui s'ensuivit fut si profond qu'on aurait pu entendre battre les cœurs. Le professeur Goutiré s'approcha lentement. Il scrutait chaque ligne, chaque chiffre, à la recherche d'une faute, d'un détail douteux. Mais il n'y avait rien.
C'était brillant. C'était juste. C'était impossible. Il resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Autour de lui, les élèves s'agitaient, murmurant à voix basse. Comment il a fait ça? Mais, il ne parle jamais. C'est un génie ou quoi? Carla avait les mains sur la bouche, sidérée. Étienne fixait le tableau comme s'il y lisait un sortilège ancien. Et Martin, lui, restait parfaitement calme. Il n'avait pas souri. Il ne se pavanait pas. Il s'était simplement rassis, comme si tout cela n'avait aucune importance. Puis, tout à coup, un élève au fond applaudit. Un seul. Puis deux. Puis trois. En quelques secondes, toute la classe s'était levée pour applaudir Martin comme un héros de guerre. Des bravos, des cris, des exclamations fusaient de toutes parts. Mais Martin ne réagit toujours pas. Il fixait un point invisible devant lui, imperturbable. Le professeur, lui, était livide. Il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. En quelques minutes, son autorité, sa domination absolue sur la classe, venait de voler en éclats. Il frappa des mains, une fois, deux fois. Silence. Sa voix claqua dans l'air comme un coup de fouet. Les applaudissements cessèrent net. Les élèves se rassirent, les yeux encore écarquillés, l'esprit incapable de digérer ce qu'il venait de vivre. Il inspira longuement, tenta de retrouver son calme. Mais sa voix trahissait une nervosité nouvelle. C'est facile de mémoriser une solution, dit-il d'un ton froid. Ce qui est difficile, c'est de démontrer qu'on comprend ce qu'on fait. La tension retomba d'un cran. Mais les élèves comprenaient qu'il cherchait à reprendre le contrôle. Voyons si tu es vraiment aussi brillant, lança-t-il avec un sourire crispé. Il effaça rapidement le tableau et traça une nouvelle équation, plus complexe encore. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple test. C'était un problème de calcul différentiel avancé, réservé à l'université, un sujet que les lycéens n'avaient jamais abordé. Il recula d'un pas. Si tu comprends vraiment, alors résous ça. Et dans le silence pesant de la salle, tous les regards se tournèrent une fois de plus vers Martin. Celui qui n'avait jamais levé la main. Celui qui, en quelques minutes, avait bouleversé l'ordre établi. Le garçon invisible, devenu inoubliable. La salle était noyée dans un silence absolu. Pas un souffle, pas un raclement de chaise, pas même un tout-sautement nerveux. Tous les regards convergeaient vers un seul point, Martin. Il était là, immobile, comme s'il faisait partie du décor, les mains croisées sur la table, le regard posé sur le tableau, impassible. Le professeur Étienne Goutiré, les bras croisés, observait la scène avec une satisfaction anticipée. Il était convaincu qu'enfin, ce garçon discret et énigmatique allait trébucher. L'équation qu'il venait d'écrire au tableau n'était pas simplement difficile ou elle était redoutable. Un piège intellectuel, conçu pour humilier, pour écraser l'arrogance d'un élève qui, selon lui, se cachait derrière une fausse modestie. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Pour la première fois depuis le début de l'année, Martin esquissa un sourire. Léger, presque invisible, mais il ne passa pas inaperçu. Il y avait dans ce rictus quelque chose d'inhabituel ou une assurance tranquille, presque dérangeante. Puis, sans un mot, il se leva, marcha calmement jusqu'au tableau, prit une craie, et se mit à écrire. Le choc fut immédiat. Des bouches s'ouvrirent d'étonnement, des yeux s'écarquillèrent. Le silence se mua en tension électrique. Même Goutiré sentit son estomac se nouer. Il savait. Instinctivement, il comprit que ce qui allait suivre ne ressemblerait à rien de ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Martin écrivait avec une fluidité inhumaine. Il ne s'arrêtait pas, ne réfléchissait même pas en apparence. Chaque chiffre, chaque symbole, chaque transition semblait couler naturellement, comme si la solution lui avait toujours été évidente. La craie glissait sur le tableau avec une précision chirurgicale, et le seul son dans la pièce était ce frottement rapide et régulier. Les élèves, pétrifiés, ne savaient plus où regarder. Certains sortirent leur téléphone, non pour filmer ou c'était comme s'ils n'osaient pas mais pour essayer de suivre les étapes, de comprendre ce qu'il écrivait. En vain. Ça n'a aucun sens, murmura Carla, hypnotisée par le tableau. Il est en train de résoudre un truc que même les terminales de prépa ne comprennent pas, ajouta Étienne, la voix rauque. En moins de 4 minutes, Martin posa la craie sur le bureau et se retourna vers la classe. Son regard était calme, presque détaché.
C'est terminé, dit-il simplement. Le choc fut tel qu'aucun élève ne bougea. Le professeur Gutiérrez cligna plusieurs fois des yeux, incapable d'y croire. Il se précipita vers le tableau et examina chaque ligne, chaque symbole, cherchant désespérément la moindre faute. Mais il n'y avait rien. Tout était juste. Parfaitement juste. Le silence devint insoutenable. Le professeur, d'ordinaire si sûr de lui, sentit sa propre voix s'éteindre. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à enseigner, il se sentait minuscule. Sa réputation, son autorité, son ego, tout venait de vaciller. Et puis, doucement, un élève applaudit. Puis un autre. Et en quelques secondes, toute la classe se leva dans une ovation spontanée, comme si Martin venait de remporter un prix Nobel. Mais lui, comme toujours, ne montra rien. Il ne sourit pas, ne salua personne, ne remercia pas. Il retourna simplement à sa place, s'assit, et reprit sa posture initiale. Comme si rien de tout cela ne comptait. Gutiérrez, figé devant le tableau, sentit une pensée effrayante lui traverser l'esprit, ce n'est que le début. Il le savait, il le sentait dans chaque fibre de son être, quelque chose d'immense venait de s'éveiller. Et le monde allait bientôt le découvrir. La classe bourdonnait maintenant de murmures. Des chuchotements, des regards échangés, des rires nerveux. Personne ne savait vraiment comment réagir. Mais celui qui semblait le plus déstabilisé, c'était le professeur lui-même. Étienne Gutiérrez, ce pilier d'exigence et de rigueur, se tenait là, le regard vide, perdu entre les lignes d'une solution parfaite. Il vérifia encore une fois, à voix basse, « Ce n'est pas possible ». Pendant ce temps, Martin, toujours à sa place, semblait indifférent à l'agitation. Il regardait par la fenêtre, le visage paisible, presque mélancolique. Pour lui, cette performance n'était ni un exploit ni une démonstration. C'était simplement une réponse à une question. Puis une voix brisa le silence. « Martin, comment tu as fait ça ?» Tous se tournèrent vers lui. C'était Carla, encore pâle, les yeux grands ouverts. « On n'a jamais vu ce genre d'équation en cours. Tu l'as apprise où ?» Martin leva les yeux vers ses camarades. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais dans son regard brillait une étincelle étrange ou une lumière qu'on ne pouvait définir. Il répondit simplement. Ce n'était pas difficile. Un frisson parcourut la classe. Quoi? Ce n'était pas difficile? Répéta Étienne, incrédule. C'est un problème de niveau universitaire? Mais Martin ne répondit pas. Il se contenta de tourner à nouveau la tête vers la fenêtre, comme si le monde autour de lui ne valait pas plus d'attention qu'un battement d'aile. Gutiérrez, piqué dans son orgueil, tenta de se ressaisir. Cela ne prouve rien, déclara-t-il d'un ton sec. Tu connaissais peut-être ce problème à l'avance. Il y a 1000 façons de le mémoriser. Les élèves commencèrent à murmurer. Étienne hésita. Peut-être, mais d'où aurait-il pu le connaître? Même dans nos manuels, on ne voit pas ce genre de truc. Internet, coupa Gutiérrez, retrouvant peu à peu son assurance. On trouve tout aujourd'hui en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il fait. Et là, Martin releva à nouveau les yeux. Il parla d'une voix basse, mais claire. Si tu crois que je me contente de mémoriser. La salle se figea. Le professeur sentit une sueur froide descendre le long de son dos. C'était un défi. Et il le savait. S'il acceptait, et que Martin résolvait un autre problème devant eux, il perdrait définitivement la face. Mais s'il refusait, ce serait admettre qu'il avait peur. Les secondes s'égrenaient lentement, suspendues dans un silence tendu. Et puis, brutalement, Gutiérrez fit son choix. Non. Cela suffit pour aujourd'hui, déclara-t-il en effaçant l'équation avec une rapidité nerveuse. Je ne veux pas perdre de temps avec ce genre de tour de passe-passe. Un souffle de consternation parcourut la classe. Mais professeur, tenta Carla. J'ai dit que cela suffisait, coupa-t-il sèchement. Rangez vos affaires. Le charme s'était brisé. L'excitation se mua en désillusion. Certains restaient fascinés par ce qu'ils venaient de voir. D'autres, comme Étienne, semblaient vouloir oublier. Mais Martin ne dit rien. Il rangea ses affaires calmement, comme si tout cela ne l'avait jamais concerné. La sonnerie retentit. Les élèves quittèrent la salle dans un mélange de stupeur et d'émerveillement. Mais Gutiérrez resta assis à son bureau, les poings crispés,
le regard noir. Il savait que ce qui venait de se passer ne resterait pas entre ces murs. Quelqu'un allait parler. Une rumeur, une vidéo, un témoignage. Le nom de Martin circulerait bientôt dans les couloirs, puis au-delà. Et ce qui le hantait le plus, c'était cette question lancinante, qui était vraiment ce garçon? Comment pouvait-il posséder une telle intelligence, une telle aisance, et rester dans l'ombre pendant tout ce temps? Pourquoi n'avait-il jamais rien montré auparavant? Mais ce que le professeur ignorait encore, c'est que les réponses à ces questions allaient arriver bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Parce que dans quelques heures à peine, le monde entier allait entendre parler de Martin Ho. Et plus rien, jamais, ne serait comme avant. Quelque chose avait irrémédiablement changé. Pour la première fois depuis des années, tous les regards étaient braqués sur lui. Les couloirs du lycée vibraient d'un tumulte nouveau, murmures étouffés, chuchotements fébriles, conversations entrecoupées de surprise et de fascination. Tu as entendu ce qui s'est passé en maths? Il paraît que Martin a résolu une équation impossible. Et le professeur Gutiérrez? Il n'a rien pu dire. Tu crois que c'est un génie, ou quoi? Martin, lui, marchait avec son calme habituel. Sa démarche restait posée, son visage impassible, comme s'il n'entendait rien. Pourtant, à l'intérieur, il savait. Il savait que tout venait de basculer. Jusqu'à ce jour, il avait cultivé l'art de se fondre dans la masse, de passer inaperçu. Il n'était ni brillant, ni mauvais, juste moyen. Invisible. Mais désormais, ce camouflage venait de voler en éclats. Son secret n'en était plus un. Et il comprenait que ce n'était que le début. À plusieurs kilomètres de là, dans son bureau baigné de la lumière froide de l'après-midi, le professeur Étienne Gutiérrez n'arrivait pas à se concentrer. Il fixait l'écran de son ordinateur, mais son esprit restait prisonnier de la scène survenue ce matin-là. Assis, les sourcils froncés, il revivait sans relâche l'instant où Martin s'était levé, avait saisi une craie et résolu, avec une aisance stupéfiante, un problème que même lui n'avait jamais réussi à démontrer entièrement. Il en avait encore des frissons. Incapable de résister, il ouvrit le système de gestion des élèves et tapa « Martin H. ». Non, Martin Âge. Âge, 16 ans. Moyenne, correcte, sans plus. Participation, inexistante. Historique, rien de remarquable. Tout semblait d'une banalité affligeante, jusqu'à ce qu'il tombe sur une section verrouillée. Gutiérrez plissa les yeux. En 22 ans de carrière, jamais il n'avait vu un dossier d'élève avec un accès restreint de cette nature. Que voulait-on cacher? Il ressentit un frisson d'excitation mêlé d'inquiétude. Piqué par la curiosité, il entreprit ses propres recherches. Il lança une recherche internet sur Martin, puis sur son passé scolaire, mais les résultats étaient maigres, presque volontairement effacés. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille archive, enterrée dans un blog universitaire. Son cœur se mit à battre plus vite. Martin H. avait été qualifié, quelques années plus tôt, d'enfant prodige. À seulement 8 ans, un professeur d'université avait détecté chez lui une capacité de raisonnement mathématique dépassant de loin celle d'un adulte formé. À 9 ans, il avait remporté un concours national de mathématiques avec une avance écrasante. À 10 ans, des universités étrangères avaient tenté de le recruter. Et puis, plus rien. Silence. Plus de compétition, plus d'interviews, plus de traces. Comme si l'enfant prodige avait tout simplement été effacé. Gutiérrez s'appuya contre son fauteuil, le regard vide. Il comprit. Martin n'était pas un étudiant quelconque. C'était un génie. Et lui, dans son arrogance, avait voulu l'humilier publiquement. Quelle erreur! Pendant ce temps, Martin, seul dans sa chambre, fixait une vieille photo qu'il tenait entre les mains. On y voyait un garçon souriant, debout devant un tableau couvert d'équations, un trophée dans les bras. Une époque révolue. À l'époque, il pensait encore que son talent était un don, une bénédiction. Mais il avait vite compris que ce don était une prison. Dès son plus jeune âge, il avait été trimballé de conférences en laboratoire. Les adultes le voyaient comme un phénomène à exploiter. Des scientifiques, des journalistes, des directeurs d'instituts le sollicitaient sans relâche. Il n'avait jamais vraiment eu d'enfance. Pas d'amis. Pas de récréation. Juste des équations, des flashs, des attentes. Puis, à 11 ans, sa mère avait tout arrêté. « Je ne veux pas que tu grandisses en étant juste un cerveau », lui avait-elle dit. « Je veux que tu sois heureux. » Ils avaient déménagé,
changer de nom, changer d'école. Martin avait promis de ne plus jamais se distinguer. D'être normal. Et pendant des années, il avait réussi. Il s'était fait petit. Moyen. Transparent. Mais maintenant, c'était fini. Le lendemain matin, en entrant dans l'établissement, Martin remarqua immédiatement que quelque chose clochait. Les couloirs étaient inhabituellement pleins. Tous les élèves le regardaient avec une lueur étrange dans les yeux. De l'admiration, de la surprise, et un peu de crainte aussi. « Martin » cria Carla en courant vers lui, téléphone à la main. « Tu es sur Internet. » Il fronça les sourcils. Carla lui tendit l'écran. Une vidéo était en train de devenir virale. Quelqu'un avait filmé le moment précis où Martin, impassible, résolvait l'équation impossible. Des milliers de personnes regardaient. Et ce n'était que le début. Les internautes avaient commencé à creuser son passé. En quelques heures, les titres s'enchaînaient. Un adolescent résout un problème mathématique universitaire en quelques minutes. Le retour de l'enfant prodige. Martin H., le génie oublié de la France. Martin sentit son estomac se tordre. L'ombre de son ancienne vie revenait le hanter. Et cette fois, il n'y aurait plus d'échappatoire. De son côté, le professeur Goutiré n'avait pas échappé à la vague. Dans la salle des professeurs, les conversations murmuraient son nom. Les directeurs s'interrogeaient. Les collègues commentaient. Mais ce qui le hantait le plus, ce n'était pas la révélation de Martin. C'était son propre échec. Il s'était comporté comme un tyran, et avait tenté de rabaisser un garçon dont l'intelligence dépassait de loin la sienne. Son image venait de s'effondrer. En moins de 24 heures, la vie de Martin avait basculé. Désormais, une seule question planait, que ferait-il de son don? Se cacherait-il à nouveau? Ou embrasserait-il enfin ce qu'il était vraiment? Mais Martin savait une chose avec certitude, le monde ne le laisserait plus jamais disparaître aussi facilement. Ce matin-là, le murmure dans les couloirs s'était transformé en rugissement. Dès qu'il franchit la grille de l'établissement, Martin sentit l'intensité des regards converger sur lui. Puis il vit ce qu'il redoutait le plus, les journalistes. Caméra, micro, téléobjectif, perche tendue, tout ce tumulte n'était que pour lui. Tout avait commencé par une simple vidéo. Une vidéo capturée à la dérobée, sans ambition particulière. Et en quelques heures, elle avait enflammé Internet. D'abord les forums étudiants, ensuite les groupes de mathématiciens, et enfin la sphère publique. Les commentaires affluaient. Ce garçon est un génie. On dirait du Alan Turing ou du Ramanujan. Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de lui? L'histoire avait touché un nerf. Certains influenceurs disaient déjà que Martin pourrait être le nouveau Einstein. D'autres exigeaient que le ministère de l'Éducation lui attribue une bourse. Et le plus surprenant, c'est que les chaînes de télévision nationales s'en étaient emparées. Ce matin-là, plusieurs JT avaient ouvert leur journal avec l'affaire Martin H. À peine avait-il mis un pied dans le hall de l'école qu'une horde de journalistes l'encerclait. Les flashs des appareils photo l'aveuglaient. Les micros l'assaillaient. Martin. Qui vous a appris les mathématiques? Pourquoi avoir caché votre talent? Vous considérez-vous comme un génie? Comment expliquez-vous que vous ayez résolu un problème universitaire en quelques minutes? Avez-vous reçu des propositions d'université? Votre famille était-elle au courant? Le jeune garçon resta figé. Silencieux. Comme si l'espace autour de lui s'était rétréci d'un seul coup. C'était arrivé. Ce qu'il avait fui pendant tant d'années venait de le rattraper. Et cette fois, il ne pourrait plus faire marche arrière. Martin n'avait jamais été préparé à vivre une telle situation. Tout allait trop vite. Il se sentait cerné, piégé, comme une proie sous les projecteurs. Il aurait voulu disparaître, devenir invisible, fondre dans le décor. Mais la réalité le rattrapa au moment même où une main ferme mais bienveillante se posa sur son épaule. « Laissez-le passer », déclara calmement le directeur de l'école. « Ceci est un établissement académique, pas un cirque médiatique. Si vous souhaitez des interviews, veuillez contacter l'administration. Ceci est une déclaration formelle. À présent, libérez le passage. » Les journalistes reculèrent, à contre-cœur, frustrés de ne pas avoir leur instant d'exclusivité. Mais Martin savait que ce n'était qu'un répit. Ce n'était que le commencement. Même une fois à l'intérieur des murs de l'école, il sentait tous les regards braqués sur lui.
Ses camarades tentaient de lui adresser des mots, parfois admiratifs, parfois simplement curieux. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était qu'on l'oublie. Pendant ce temps, le professeur Gutiérrez vivait ce qu'il n'aurait jamais imaginé, son pire cauchemar. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Il fut convoqué d'urgence par les responsables de l'établissement. « Professeur Gutiérrez, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé hier dans votre classe ?» Il essaya de se défendre, maladroitement. C'était un exercice. Je voulais juste tester mes élèves. Mais ces mots sonnaient creux. Nous avons reçu plusieurs témoignages. Ils indiquent que vous avez tenté de ridiculiser un élève, et que cette tentative s'est retournée contre vous en le propulsant au devant de la scène académique internationale. Gutiérrez sentit son monde s'effondrer. Il mentit, du bout des lèvres. Ce n'était pas pour l'humilier. Je voulais le motiver. Mais personne ne le crut. Il avait sous-estimé un élève. Et aujourd'hui, sa réputation était en miettes. Mais ce n'était que le début de sa descente. Sur les réseaux sociaux, son nom circulait avec une vitesse effrayante. On le pointait du doigt. Ce professeur a tenté d'humilier un génie et a échoué. Quelle ironie! Comment peut-on laisser de telles personnes éduquer nos enfants? Les commentaires étaient cruels. Dévastateurs. Pour la première fois de sa carrière, Étienne Gutiérrez ne savait plus quoi faire. Pendant ce tumulte, Martin tentait de garder la tête basse. Mais le monde, lui, se rapprochait. Chez lui, sa mère reçut un appel. « Bonjour Madame H. Je vous appelle de l'université de Cambridge. Nous aimerions discuter d'une possible offre pour votre fils. » Puis, quelques minutes plus tard. « Bonsoir, ici le Massachusetts Institute of Technology. Nous avons vu la vidéo de votre fils. Nous pensons qu'il serait parfait pour notre programme de jeunes talents. Et encore. Bonjour, nous sommes de l'université de Stanford. Nous avons vu ce qu'a accompli votre fils. Son potentiel est extraordinaire. » La mère de Martin restait figée. Elle, qui avait fait tout son possible pour offrir à son enfant une enfance normale, à l'abri, réalisait soudain que ce monde contre lequel elle l'avait tant protégé, frappait maintenant à leur porte. Martin, lui, était seul dans sa chambre, le regard perdu sur l'écran de son téléphone. Des centaines de messages. Certains d'encouragement. D'autres d'admiration. Des scientifiques, des chercheurs, des journalistes. Tous voulaient parler à lui. C'était trop. Des années durant, il avait tenté de cacher son intelligence. D'éviter d'attirer l'attention. Mais désormais, le monde l'avait trouvé. Et il ne savait pas s'il était prêt pour ça. Allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, il réalisa une chose, cette fois, il ne pourrait pas fuir. Le monde attendait quelque chose de lui. Et tôt ou tard, il devrait répondre. Le lendemain matin, l'école était en ébullition. En franchissant les portes, Martin comprit que tout avait changé. Les couloirs bourdonnaient de murmures, les regards se tournaient vers lui avec un mélange d'admiration, de jalousie et de fascination. Mais le plus déroutant fut la présence accrue des journalistes à l'entrée. Cette fois, ils étaient plus nombreux. Les caméras plus imposantes. Les micros arborant les logos des plus grandes chaînes nationales. L'affaire n'était plus virale. Elle était devenue un sujet d'actualité nationale. Martin sentit son ventre se nouer. Il n'avait jamais voulu cela. Il n'avait jamais souhaité la célébrité. Il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Mais le monde ne l'entendait pas ainsi. De son côté, le professeur Gutiérrez sombrait. Les médias le clouaient au pilori. Le professeur humilié par son élève. L'arrogance du système éducatif mise à nu. Chaque mot était un coup porté à son orgueil. Et pour la première fois, il douta. Avait-il réellement agi par désir de challenge? Ou avait-il voulu écraser Martin? La question le hantait. Cet après-midi-là, Martin rentra chez lui. Sa mère l'attendait, assise sur le canapé, entourée de lettres. Des lettres de Harvard. De Cambridge. D'Oxford. De Stanford. Toutes les plus prestigieuses institutions du monde s'étaient tournées vers lui. « Mon fils, dit-elle d'une voix douce, ne crois-tu pas qu'on devrait au moins écouter ce qu'ils ont à nous dire ?» Martin ne répondit pas. Depuis le début, il n'avait exprimé aucune opinion sur son avenir. Non pas parce qu'il n'y pensait pas,
mais parce qu'il ne savait pas quoi faire. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait à pied de l'école, il vit une limousine noire garée devant chez lui. Le moteur tournait. Les vitres teintées masquaient l'intérieur. Sa mère l'attendait à la porte, visiblement nerveuse. « Quelqu'un veut te parler, mon chéri. » Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, la porte s'ouvrit. Un homme en descendit. Grand, élégant, les cheveux grisonnants, le costume parfaitement ajusté. Il s'avança avec un sourire chaleureux. « Martin Hérault ? C'est un honneur, enfin. » Martin resta muet. « Je suis le professeur Julien Ferré, directeur de l'Institut européen de recherche en mathématiques. » Martin cligna des yeux. Ce nom. Il le connaissait. Julien Ferré était une légende vivante dans le monde des mathématiques. L'un des plus brillants esprits de sa génération. Il n'était pas le genre d'homme qu'on croisait devant sa maison. « Je suis désolé de venir ainsi, » dit Ferré, mais après t'avoir vu à l'œuvre, je savais que je devais me déplacer en personne. Martin ressentit une pression immense sur sa poitrine. « J'aimerais te parler de ton avenir. Mon institut propose des programmes sur mesure pour des esprits comme le tien. » Il marqua une pause. « Tu as un don, Martin. Peu de gens dans le monde sont capables de faire ce que tu as fait. Et je suis convaincu que, si tu choisis de le développer, tu pourrais changer le monde. » Ces mots, Martin les avait déjà entendus. Trop souvent. Depuis l'enfance, on lui répétait qu'il avait un don. Qu'il ne devait pas le gaspiller. Mais que signifiait vraiment ne pas gâcher? Avait-il une obligation morale de suivre cette voie? Ou avait-il le droit de vivre selon ses propres règles? Ce soir-là, dans sa chambre, Martin regarda les lettres étalées sur son bureau. Pour n'importe qui d'autre, elles auraient été un rêve. Pour lui, elles étaient une chaîne. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut peur. Dans les jours qui suivirent, il resta silencieux. Chaque soir, il relisait les propositions, les emails, les offres. Et chaque soir, il se sentait plus confus. Était-il prêt à ce que sa valeur soit uniquement mesurée par son QI? Son génie? Un après-midi, sa mère frappa à sa porte. « Puis-je entrer ?» Il acquiesça. Elle s'assit à ses côtés. « Tu ne dis rien depuis des jours. »« Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il. Elle passa une main dans ses cheveux, comme lorsqu'il était petit. « Je veux juste que tu sois heureux, mon fils. » Il baissa les yeux. « Et si je gâchais cette opportunité ?» Elle lui sourit tendrement. Qui a dit que réussir, c'était forcément devenir un génie reconnu? Tu n'as rien à prouver, Martin. Tu es plus qu'un esprit brillant. Tu es un être humain. Ces mots le bouleversèrent. Personne ne les lui avait jamais dit. Le lendemain matin, Martin rangea toutes les lettres dans une boîte. Il ne les détruisit pas. Il ne les jeta pas. Il les mit simplement de côté. Il n'avait pas rejeté son intelligence. Il refusait juste qu'elle le définisse. À l'école, il croisa le professeur Goutiré. Ils se regardèrent un instant. « Je suppose que tu as pris une décision, » dit le professeur. Martin hocha la tête. « Que vas-tu faire ? » « Je vais continuer à être moi. » Goutiré le fixa, surpris, puis esquissa un sourire sincère. « Bonne réponse. » Et pour la première fois, il lui serra la main. Sans mépris. Sans ironie. Avec respect. Le monde ne comprit pas le choix de Martin. On le traita de lâche. De gâchis. Mais lui s'en fichait. Il avait compris quelque chose d'essentiel, son intelligence n'était pas une prison. Il n'avait pas à suivre un chemin dicté par les autres. Et c'était là, sa plus grande victoire. Les mois passèrent. Le monde oublia Martin. Mais lui, pour la première fois, apprit à vivre. À son rythme. À sa manière. Et il fut heureux. Car être un génie ne signifie rien si l'on ne peut pas être soi-même. Et ça, c'était la leçon la plus précieuse de toutes.